Une mère force sa fille aveugle à épouser un vieillard millionnaire, et elle réagit de manière inattendue. Sophie Dubois soupirait, désolée, tandis que sa mère choisissait la robe de mariée la plus chère de la boutique. Bien qu'elle ne puisse pas voir la robe, elle sentait le poids du tissu importé et imaginait le prix astronomique que cela coûterait à son futur mari, un homme qu'elle n'avait jamais vu et ne verrait jamais. « M. Bernard Martin est le meilleur parti de Lyon, ma fille. Il a 70 ans, mais sa fortune peut nous offrir la vie que nous avons toujours méritée, » disait Catherine Dubois en ajustant la robe sur le corps élancé de sa fille. « De plus, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui accepte d'épouser une jeune femme, dans ton état. » Sophie, aveugle de naissance, avala difficilement les mots cruels de sa mère. À 25 ans, elle était habituée à la façon dont Catherine la traitait, plus comme un fardeau que comme une fille. Depuis la mort de son père, 5 ans plus tôt, ne laissant que des dettes, la relation entre mère et fille s'était complètement détériorée. « Maman, je ne connais même pas vraiment cet homme. Nous n'avons parlé que 3 fois, toujours en ta présence, » murmura Sophie, tandis que la couturière ajustait l'ourlet de la robe. « Que veux-tu connaître de plus? Il est riche, respecté et prêt à t'épouser. Tu devrais être reconnaissante. » Catherine parlait à voix basse mais ferme, pour que les vendeuses n'entendent pas. « Ou préfères-tu que nous perdions notre maison? Que je doive travailler comme domestique à 58 ans? Et toi? Que deviendrais-tu sans moi ?» La jeune femme baissa la tête. C'était l'argument qui la réduisait toujours au silence. Que deviendrait-elle, aveugle, sans personne pour s'occuper d'elle? C'est ce que sa mère répétait, quotidiennement, comme un mantra justifiant toutes ses décisions, aussi absurdes fussent-elles. Ce que Catherine ignorait, cependant, c'est que Sophie gardait un secret. 3 semaines plus tôt, elle avait participé à un traitement expérimental au Centre hospitalier universitaire de Paris. Le docteur Moreau, un ophtalmologue réputé qui s'était intéressé à son cas, lui avait obtenu une place dans une étude pionnière. « Les résultats sont imprévisibles, Sophie, » avait expliqué le médecin. « Il pourrait n'y avoir aucune amélioration ou une récupération partielle de la vue. Ne te fais pas trop d'espoir. » Mais contre toute attente, Sophie avait commencé à distinguer des silhouettes, des ombres et, dans certains moments, de clarté parfaite, même des contours plus définis. C'était une vision extrêmement limitée, comme regarder à travers un brouillard épais. Mais pour celle qui avait vécu 25 ans dans l'obscurité totale, c'était comme obtenir un super-pouvoir. Elle avait décidé de ne parler à personne de cette amélioration, pas même au docteur Moreau, qui attendait encore son retour pour la dernière série d'examens. Quelque chose en elle lui disait que ce petit secret pourrait être sa seule protection dans un monde qu'il avait toujours traité comme une incapable. « Vous êtes magnifique, comme une princesse », complimenta la vendeuse, tandis que Catherine discutait déjà des modalités de paiement avec la gérante, mentionnant négligemment que le futur mari millionnaire prendrait en charge tous les frais. Sophie resta immobile, essayant de distinguer les contours de son reflet dans ce qu'elle supposait être un grand miroir. Tout ce qu'elle voyait était une tache claire, qui devait être la robe, sur un fond plus sombre. Mais ses pensées étaient de loin. La semaine précédente, elle s'était rendue dans la demeure de Bernard Martin pour un thé. Grâce à sa nouvelle capacité limitée de voir, elle avait perçu la maison comme une construction imposante, au milieu d'un vaste jardin. Pendant la rencontre, elle avait remarqué que le vieil homme semblait hésitant, presque réticent chaque fois que Catherine quittait la pièce un instant. C'était comme s'il voulait dire quelque chose, mais n'en trouvait jamais le courage. Pourquoi un homme si riche et puissant accepterait-il d'épouser une jeune femme aveugle qu'il n'a jamais vue? Se demandait Sophie sans cesse. Les récits de sa mère sur la façon dont il avait été charmé par sa délicatesse et sa musique, Sophie jouait du piano depuis l'enfance, ne semblaient pas suffisants. Il y avait autre chose dans cette histoire, et elle était déterminée à le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. « Demain, nous allons chez le joaillier choisir les alliances, » annonça Catherine, interrompant ses pensées. « Monsieur Martin a dit que nous pouvons choisir ce que nous voulons. » Sophie acquiesça en silence. Chaque jour qui passait, elle se sentait davantage comme une marchandise négociée que comme une fiancée sur le point de se marier. Ce soir-là, dans sa chambre, elle répéta une fois de plus les exercices qu'elle avait appris en secret pour renforcer sa nouvelle vision limitée. En s'approchant de la fenêtre, elle parvint à distinguer les lumières de la ville au loin, de petits points brillants dans l'obscurité. Une larme coula sur son visage. Comment serait-ce de voir pleinement le monde, les couleurs,
les visages des gens, le visage de sa mère qu'elle ne connaissait que par le toucher, le visage de l'homme qui serait bientôt son mari. « Je ne serai pas une victime », murmura-t-elle en essuyant ses larmes. « Je découvrirai la vérité, quelle qu'elle soit. » 2 semaines plus tard, à seulement 3 jours du mariage, Sophie découvrit enfin entièrement la demeure des Martin. Sa mère avait insisté pour qu'elle se familiarise avec l'endroit qui serait sa nouvelle maison. Madame Fournier, la gouvernante qui travaillait depuis plus de 30 ans pour M. Martin, fut chargée de lui faire visiter les pièces. C'était une dame à la voix douce et au pas léger. La demeure compte 16 chambres, 5 salons, une bibliothèque, une salle de musique, un jardin d'hiver, expliquait Madame Fournier tandis qu'elles avançaient lentement dans les couloirs. Monsieur a fait adapter plusieurs espaces pour mademoiselle, avec des marquages en braille sur les portes et des rampes dans les couloirs. Sophie fut sincèrement surprise. Elle ne s'attendait pas à une telle attention. « Madame Fournier, Monsieur Martin a-t-il toujours vécu seul ici ?» demanda Sophie, essayant de paraître détendue. La gouvernante marqua une pause avant de répondre « Non, ma chère, il a eu une famille. Mais c'était il y a longtemps. » « Que leur est-il arrivé ?» Madame Fournier baissa encore plus la voix. « Je ne devrais pas en parler. Le patron n'aime pas qu'on aborde ce sujet. »« Je vous en prie, » insista Sophie, lui prenant doucement le bras. « Je serai bientôt la maîtresse de cette maison. Je dois connaître son histoire. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. » La gouvernante poussa un profond soupir. Monsieur Martin avait une fille, Amélie. C'était sa fierté, la raison de sa vie depuis que son épouse est morte en couche. Amélie tomba malade à 22 ans, une maladie rare, dégénérative. Elle perdit progressivement la vue, et ensuite, la voix de Madame Fournier se brisa. Elle est partie il y a 15 ans. Le patron ne s'en est jamais vraiment remis. Il a transformé une partie de sa fortune en dons pour la recherche sur les maladies visuelles. Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les pièces commençaient à s'assembler. « Madame Fournier, avez-vous une photo d'elle » demanda Sophie, le cœur battant. « Dans la bibliothèque, il y a un grand portrait, mais pouvez-vous m'y emmener, s'il vous plaît ?» Dans la somptueuse bibliothèque, Sophie demanda à la gouvernante de la placer devant le portrait qui trônait au-dessus de la cheminée. Forçant sa vision limitée au maximum, elle parvint à distinguer le contour d'une jeune femme. Elle ne voyait pas les détails, mais la taille et la position du tableau en indiquaient l'importance. « Elle avait les cheveux longs ?» demanda Sophie. « Oui, noirs et ondulés comme les vôtres » répondit Madame Fournier avec une pointe de surprise. « Et les yeux foncés aussi. » Sophie avala péniblement. Sa mère décrivait toujours ses cheveux comme noirs et ondulés, et ses yeux comme en amande et foncés. « Madame Fournier, y a-t-il par hasard une photo de moi dans cette maison ? Une photo que ma mère aurait pu montrer à Monsieur Martin avant qu'il ne me connaisse ?» La gouvernante hésita un instant. « Eh bien, votre mère a apporté quelques photos lors de sa première visite. Le patron les a gardées dans le tiroir de son bureau. Il les regarde souvent. » À cet instant, Sophie eut une certitude. Ce n'était pas pour ses qualités ou son charme que Bernard Martin avait accepté de l'épouser. C'était parce que, d'une certaine manière, elle lui rappelait Amélie, la fille qu'il avait perdue. Cette découverte aurait dû la mettre en colère, mais au lieu de cela, Sophie ressentit une profonde tristesse. Tristesse pour ce vieil homme qui souffrait encore de la perte de sa fille, et tristesse pour elle-même, réduite à un substitut, un souvenir vivant de quelqu'un qui n'existait plus. Le lendemain, pendant le déjeuner à la demeure, Sophie remarqua que sa mère et M. Martin parlaient des derniers préparatifs du mariage. Avec sa vue limitée, elle vit que sa mère gesticulait avec animation, tandis que le vieil homme restait plus réservé. « J'ai déjà tout organisé pour la lune de miel à Saint-Tropez », commenta Catherine avec un enthousiasme exagéré. Sophie a toujours rêvé de voir la mer. C'était un mensonge. Sophie n'avait jamais exprimé un tel désir. En toute réalité, l'idée de se retrouver dans un environnement inconnu, avec des vagues imprévisibles et sans repères tactiles familiers, l'avait toujours effrayée. Ne serait-il pas mieux de demander à Sophie ce qu'elle préfère, suggéra M. Martin d'une voix lasse. Sophie faillit laisser tomber sa fourchette. C'était la première fois que quelqu'un prenait son avis depuis que cet arrangement matrimonial avait commencé. Sophie ne sait pas ce qui est bon pour elle, répliqua Catherine rapidement. Faites-moi confiance, je connais ma fille. Le silence qui suivit fut pesant.
Sophie sentit que le vieil homme l'observait et s'efforça de garder une expression neutre, comme si elle ne voyait absolument rien. Après le déjeuner, alors que Catherine s'éloignait pour passer un coup de fil, Sophie sentit quelqu'un s'approcher. C'était Monsieur Martin. « Sophie, puis-je vous offrir un cadeau ?» demanda-t-il d'une voix douce. « Bien sûr, monsieur. » Martin, répondit-elle, jouant son rôle de fiancée obéissante. Il déposa quelque chose dans ses mains. Au toucher, Sophie reconnut une boîte en velours. « Ce sont des perles qui appartiennent à ma famille depuis des générations, » expliqua-t-il. « J'aimerais que vous les portiez le jour de notre mariage. » Sophie ouvrit la boîte et effleura délicatement le collier. « Qu'elles sont magnifiques, d'après ce que je peux sentir, dit-elle, sincèrement impressionnée par la texture douce des perles. Merci pour votre gentillesse. Ce que M. Martin ignorait, c'est que Sophie avait remarqué lorsqu'il avait laissé tomber quelque chose exprès en lui tendant le cadeau. Avec sa vue limitée, elle distingua un petit objet rectangulaire, ce qui semblait être une photo, glissant de sa poche sur le tapis. Lorsque le vieil homme s'éloigna, Sophie se pencha discrètement et ramassa la photo. Elle ne pouvait pas en distinguer les détails, mais la garda avec elle, déterminée à découvrir ce que M. Martin portait si près de son cœur. Plus tard, dans sa chambre temporaire de la demeure, Sophie attendit le moment où la lumière et du soleil de l'après-midi entrait directement par la fenêtre, la période de la journée où sa vue limitée fonctionnait le mieux. Elle plaça la photo contre la lumière et força au maximum ses yeux partiellement rétablis. C'était une jeune femme aux cheveux sombres, souriante à l'objectif. Les détails étaient impossibles à distinguer avec précision, mais quelque chose dans sa posture et les contours de son visage lui semblaient étrangement familiers. Sophie glissa la photo sous son oreiller, avec un sentiment grandissant d'inquiétude. Les coïncidences étaient trop nombreuses pour être ignorées. Le lendemain matin, alors que sa mère était occupée avec la fleuriste, Sophie chercha à nouveau Madame Fournier. « Madame Fournier, vous travaillez ici depuis longtemps. Vous connaissez tous les secrets de cette maison, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, sachant qu'une approche directe serait plus efficace. La gouvernante sembla hésiter. « Que souhaitez-vous savoir, ma jeune fille ?»« La vérité sur ce mariage, » répondit Sophie avec fermeté. « Pourquoi M. Martin veut-il vraiment m'épouser ?» Madame Fournier soupira profondément. « Ce n'est pas à moi de le dire. Je vous en prie, dans 2 jours, je serai sa femme. Je mérite de savoir. » La gouvernante fit une longue pause avant de répondre. « Monsieur Martin est très malade, Sophie. Un cancer en phase avancée. Les médecins lui ont donné 1 an à vivre, au maximum. » Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Malade? Mais ma mère ne le sait pas? »« Si, votre mère le sait, » affirma Madame Fournier, avec amertume dans la voix. « C'est la première chose que le patron lui a dite lorsqu'elle est venue proposer ce mariage. Elle a proposé le mariage. » Sophie avait du mal à articuler les mots, tant sa surprise était grande. « Oui, elle est arrivée, si, avec vos photos, disant qu'elle avait une fille aveugle merveilleuse qui serait la compagnie parfaite pour les derniers jours de M. Martin. En échange, bien sûr, d'une sécurité financière pour toutes les 2. » Sophie sentit son visage brûlé de honte et de colère. Sa propre mère l'avait offerte comme une sorte d'infirmière épouse à un homme mourant. Et pourquoi a-t-il accepté? Madame Fournier hésita à nouveau, mais finit par répondre « Quand il a vu votre photo, votre ressemblance avec Amélie l'a frappé. Ce n'est pas identique, mais il y a quelque chose dans votre visage, votre sourire. Sans parler du fait que vous êtes aveugle, comme Amélie l'a été dans ces dernières années, Sophie sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Alors voilà, je ne suis qu'un fantôme, un souvenir vivant de quelqu'un qui l'a perdu. » « Ce n'est pas si simple, » objecta Madame Fournier doucement. « Au début, peut-être. Mais il a développé une affection sincère pour vous, ces dernières semaines. Votre gentillesse, votre musique, vous avez apporté de la lumière dans cette maison sombre. » Sophie essuya ses larmes. « Et ma mère. Elle connaît son état de santé et malgré tout, votre mère négocie des propriétés et des investissements comme si les funérailles avaient déjà eu lieu, » répondit Madame Fournier sans cacher son mépris. « J'ai vu les documents qu'elle a laissés dans le salon. Des plans pour après qu'il ne sera plus là. » Sophie sentit un mélange de nausée et de détermination monter en elle. Maintenant, tout prenait sens. Sa mère ne la vendait pas seulement pour un mariage de convenance. Elle planifiait toute une vie de luxe aux dépens de la tragédie d'autrui. « Qu'allez-vous faire, ma petite ?» demanda Madame Fournier,
visiblement inquiète. Sophie redressa les épaules. « Je vais découvrir toute la vérité, et ensuite je déciderai. » Cet après-midi-là, alors que tout le monde croyait que Sophie se reposait dans sa chambre, elle explorait en réalité le manoir, utilisant sa vue limitée pour trouver d'autres indices. Dans la bibliothèque, avec beaucoup de difficultés et de patience, elle découvrit un tiroir verrouillé dans le bureau principal. À l'aide d'une épingle à cheveux, comme elle l'avait appris dans un des romans audio qu'elle écoutait souvent, elle parvint à l'ouvrir après plusieurs tentatives. À l'intérieur, elle trouva un dossier contenant des documents. Elle ne pouvait pas en lire le contenu détaillé, mais elle distingua des tampons officiels et des signatures. Elle prit les papiers et les garda avec elle, déterminée à trouver un moyen d'en découvrir le contenu. L'occasion se présenta quelques heures plus tard, lorsque l'un des gardes du manoir, Thomas, un jeune homme gentil qui la traitait toujours avec respect, l'aida à regagner sa chambre après le dîner. « Thomas, puis-je vous demander un service ?» demanda Sophie hésitante. « Bien sûr, mademoiselle. »« Pourriez-vous me lire quelques documents? Ils concernent mon mariage. Ma mère a dit que je devrais connaître les termes, mais elle est trop occupée pour me les expliquer. » C'était un mensonge, mais Sophie ne voyait pas d'autre solution. Thomas accepta, bien qu'il semblât mal à l'aise. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre, Sophie lui tendit les documents. Le garde commença à lire, mais sa voix faiblit rapidement. « Mademoiselle Sophie, cela ne semble pas concerner votre mariage. »« De quoi s'agit-il alors ?» insista-t-elle. « Cela ressemble au testament de M. Martin. »« Martin, et il y a aussi des dossiers médicaux qui détaillent son état de santé. » Sophie sentit son cœur se serrer. « Pouvez-vous me résumer ce qu'ils disent ?» Thomas tout sauta, visiblement mal à l'aise. Le testament lègue la plus grande partie de la fortune à une fondation de recherche sur les maladies oculaires. Il y a une clause récente qui inclut ma femme, Sophie, comme administratrice de la fondation, avec une pension à vie. Et les dossiers médicaux confirment un diagnostic de cancer en phase terminale, avec une espérance de vie de 6 à 12 mois. Sophie s'assit au bord du lit, étourdie par cette confirmation. Ce n'était pas qu'une simple suspicion ou une rumeur, c'était réel. L'homme qu'elle s'apprêtait à épouser avait ses jours comptés, et sa mère le savait depuis le début. « Y a-t-il autre chose, Thomas ?» demanda-t-elle, percevant l'hésitation du garde du corps. « Oui, il y a des lettres qui semblent être de votre mère à M. Martin datant de plusieurs mois. Pouvez-vous m'en lire une, s'il vous plaît ?» Thomas déplia l'un des papiers et commença à lire. « Cher M. Martin, après notre rencontre à l'œuvre caritative, je n'ai pu m'empêcher de penser à votre situation. Comme je vous l'ai mentionné, ma fille Sophie possède une sensibilité particulière malgré sa cécité. Ou peut-être à cause d'elle. Je crois qu'elle pourrait apporter du réconfort à vos derniers moments, tout comme votre chère Amélie, que Dieu et son âme auraient certainement souhaité que vous l'ayez. En échange, je ne demande que la sécurité pour nous deux, qui avons tant souffert depuis le départ de mon mari. » « Ça suffit, » interrompit Sophie, dégoûtée par la manipulation évidente dans les mots de sa mère. « S'il vous plaît, remettez les documents dans le tiroir de la bibliothèque. Ne parlez de cela à personne. » Thomas obéit, mais avant de partir, il se tourna vers elle. « Mademoiselle Sophie, pardonnez-moi de m'immiscer, mais êtes-vous certaine de vouloir poursuivre ce mariage ?» Sophie esquissa un sourire triste. « Le moment venu, je ferai ce qui est juste, Thomas. Merci pour votre aide. » Lorsque le garde du corps fut parti, Sophie se permit de pleurer en silence. Son monde, déjà limité par la cécité, lui semblait maintenant encore plus cruel et trompeur. Sa propre mère l'avait marchandé comme une simple marchandise, utilisant sa condition comme monnaie d'échange. Mais un autre aspect la troublait, M. Martin. Il avait accepté cet arrangement, c'était vrai, mais selon Madame Fournier, il avait développé une affection sincère pour elle. Et le testament indiquait qu'il comptait la laisser dans une position respectée, pas seulement comme une bénéficiaire passive. Quel genre d'homme était-il vraiment? Un veuf solitaire cherchant du réconfort dans les bras d'une jeune femme qui lui rappelait sa fille disparue, ou un manipulateur comme sa mère, mais avec une approche plus subtile. Sophie avait besoin de réponses avant qu'il ne soit trop tard, et une seule personne pouvait les lui fournir directement. Le lendemain matin, Sophie demanda une audience privée avec M. Martin. Sa mère tenta de l'en empêcher, prétextant les derniers préparatifs du mariage, mais Sophie resta ferme. « Je dois parler seule à mon futur mari, maman. C'est mon droit. » À contre-cœur,
Catherine autorisa la rencontre, non sans lui murmurer à l'oreille « Ne gâche pas tout maintenant, Sophie. Nous sommes si près d'obtenir tout ce dont nous avons toujours rêvé. » Sophie ignora la remarque. Dans le bureau, privé de M. Martin, elle sentit l'odeur du vieux bois et des livres. Avec sa vue limitée, elle distingua la silhouette de l'homme âgé assis derrière un grand bureau. « Merci de me recevoir, Monsieur Martin, » commença-t-elle, maintenant le masque de sa cécité totale. « Je vous en prie, Sophie. Appelez-moi Bernard. Après tout, nous serons bientôt mari et femme. » Sa voix semblait fatiguée mais bienveillante. Sophie prit une profonde inspiration avant de parler. « Nous devons parler de notre mariage, des vraies raisons qui le motivent. » Un silence s'installa et Sophie sentit que le vieil homme se tortillait sur sa chaise. « Je ne suis pas sûr de comprendre, » répondit-il prudemment. « Je sais que vous êtes malade, » déclara Sophie, décidant d'être directe. « Je sais que les médecins vous ont donné 1 an à vivre, au maximum. » Bernard Martin resta silencieux pendant plusieurs secondes avant de répondre. « Comment avez-vous découvert cela? Cela importe-t-il? Le fait est que je le sais, tout comme je sais que ma mère en est également consciente et que c'est elle qui a proposé ce mariage. » Le vieil homme soupira profondément. « Sophie, je sais aussi pour Amélie, » poursuivit-elle, déterminée à abattre ses cartes. « Je sais que je ressemble à votre fille et que cela a pesé dans votre décision d'accepter cet arrangement. » Bernard se leva avec difficulté et Sophie entendit ses pas lents s'approcher. Il s'arrêta devant elle. « Vous êtes une jeune femme très perspicace, Sophie, » dit-il avec une note d'admiration. « Oui, c'est vrai, lorsque votre mère est apparue avec votre photographie, la ressemblance avec mon Amélie m'a profondément touché. Et oui, je suis mourant. Ce n'est pas quelque chose que je cache, bien que votre mère semble préférer ne pas en parler. »« Pourquoi avez-vous accepté de m'épouser » demanda Sophie d'une voix tremblante. « Seulement à cause de la ressemblance? Juste pour avoir une remplaçante de votre fille dans vos derniers jours? Au début, c'était peut-être cela, » admit-il, avec une honnêteté surprenante. « Je suis seul, et le cancer rend cette solitude encore plus insupportable. Mais après vous avoir rencontré, Sophie, ma motivation a changé. Comment cela? Vous n'êtes pas Amélie. Vous êtes une personne complètement différente. Votre gentillesse, votre dignité face aux épreuves, votre musique. Vous avez apporté de la vie dans cette maison morte. Et, si vous me permettez de le dire, j'ai vite compris que votre relation avec votre mère n'est pas saine. » Sophie sentit des larmes monter à ses yeux. « Elle m'a vendu à vous, comme une marchandise. Et j'étais prêt à acheter, » répondit Bernard avec tristesse dans la voix. « Nous ne sommes pas si différents, elle et moi, tous deux essayant de vous utiliser pour nos desseins égoïstes. »« Quel est votre véritable but alors ?» insista Sophie. « Qu'attendez-vous de ce mariage ?» Bernard hésita avant de répondre. « De la compagnie, quelqu'un avec qui partager mes derniers jours, quelqu'un à qui confier l'héritage d'Amélie, la fondation que j'ai créée en son nom pour la recherche sur les maladies visuelles. Et oui, je l'avoue, quelqu'un qui me fasse penser à elle, ne serait-ce qu'un peu. » L'honnêteté de l'homme était déconcertante. Sophie ne s'attendait pas à une telle franchise. « Et que gagne ma mère dans tout cela, à part le soutien financier évident ?»« Votre mère a bien négocié, » répondit Bernard, avec une pointe d'ironie. « Une maison à son nom, une pension à vie, des bijoux, des investissements. Tout est déjà signé et garanti, peu importe le temps que je vivrai après le mariage. » Sophie eut l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. Sa mère l'avait littéralement vendue en échange de richesses matérielles, avec l'avantage supplémentaire que l'acheteur ne vivrait pas longtemps pour profiter de l'acquisition. « Et qu'est-ce que j'y gagne ?» demanda Sophie, surprise, par l'amertume de sa propre voix. Bernard se rassit et Sophie entendit le grincement du fauteuil en cuir. « L'indépendance vis-à-vis de votre mère, » répondit-il simplement. « Le contrôle de la fondation qui dispose de ressources importantes. Une maison, une sécurité financière à vie. Et pardonnez-moi de le dire, mais vu la façon dont votre mère vous traite, je soupçonne que toute alternative à vivre sous le même toit qu'elle serait une amélioration. » Sophie ne put s'empêcher de sourire tristement. Le vieil homme avait raison. « Pourquoi êtes-vous si honnête avec moi ? » « Parce que la vie est trop courte pour les mensonges, surtout quand il en reste si peu, » répondit-il. « Et parce que vous méritez de connaître la vérité avant de prendre votre décision. »« Ma décision ?» Sophie était surprise. « Vous voulez dire que je peux choisir de ne pas vous épouser ?»
Bien sûr que vous le pouvez. Je ne suis pas un monstre, Sophie. Cet arrangement n'a de sens que si nous y trouvons tous deux un avantage. Si vous décidez de ne pas poursuivre le mariage, je respecterai votre choix. Ta mère ne sera pas contente, mais ce n'est pas mon problème. Sophie était stupéfaite. Depuis des semaines, elle se sentait comme un pion dans une partie d'échecs, déplacée sans considération par les autres. C'était la première fois que quelqu'un lui offrait vraiment un choix. « Je dois réfléchir », dit-elle finalement. « Je comprends », répondit Bernard. « Nous avons jusqu'à demain. Le mariage peut être annulé à la dernière minute, si c'est ta décision. » Sophie hocha la tête et se leva pour partir. Alors qu'elle approchait de la porte, Bernard l'appela. « Sophie, il y a autre chose que tu devrais savoir. »« Quoi ? » ?»« Ta mère a mentionné que tu rêves de retrouver la vue un jour, que tu as participé à des études préliminaires au Centre hospitalier universitaire de Paris. » Le cœur de Sophie s'emballa. Savait-il pour le traitement expérimental ? « Oui, c'est vrai, » répondit-elle prudemment. « La fondation que j'ai créée finance des recherches avancées dans ce domaine. S'il existe un traitement qui pourrait t'aider, tu y auras accès, quelle que soit ta décision concernant notre mariage. J'ai déjà fait en sorte que ton nom soit sur la liste prioritaire des patients. » Sophie sentit ses jambes flancher. Cet homme, qui la connaissait à peine, avait fait plus pour elle en quelques semaines que sa propre mère en une vie. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?»« Parce qu'Amélie aurait fait la même chose, répondit-il simplement, et parce que tu mérites cette chance. » Le cœur rempli d'émotions contradictoires, Sophie quitta le bureau. Elle avait moins de 24 heures pour prendre la décision la plus importante de sa vie. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément. Nous qui débutons. Maintenant, continuons. Cet après-midi-là, Sophie affronta sa mère. Elle la trouva dans la chambre d'amis en train d'organiser les bijoux qu'elle porterait pour la cérémonie. « Nous devons parler, maman », annonça Sophie en fermant la porte derrière elle. « De quoi ?» demanda Catherine distraitement, plus intéressée par les bijoux que par sa fille. « Du fait que tu m'as vendu à un homme mourant. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme des lames acérées. Catherine se figea et Sophie, avec sa vue limitée, remarqua le changement dans sa posture. « Ne sois pas ridicule, Sophie. Personne ne t'a vendu, » répondit Catherine, retrouvant son calme. « J'ai arrangé un bon mariage pour toi, c'est tout, avec un homme qui a moins d'1 an à vivre. Un homme que tu as approché, en lui offrant ta fille aveugle comme une sorte d'infirmière épouse pour ses derniers jours. » Catherine posa les bijoux et se tourna vers sa fille. « Et alors, qu'espérais-tu? Qu'un jeune prince vienne te sauver? Sois réaliste, Sophie. Tu es aveugle. Tes options sont limitées. J'ai assuré notre avenir. Ton avenir. »« Mon avenir ou le tien, maman ?» défia Sophie. « Parce que j'ai vu les contrats. Je sais exactement ce que tu as négocié pour toi. » Catherine pâlit. « Comment as-tu... » ?»« Peu importe. J'ai fait ce que toute mère ferait. M'assurer que ma fille vulnérable soit en sécurité après mon départ. » Sophie rit amèrement. « N'insulte pas mon intelligence. Tu m'as utilisé comme monnaie d'échange. Pire encore, tu as exploité ma condition, ma cécité, pour susciter la pitié d'un homme seul et malade. »« Il a des milliards, Sophie, » s'exclama Catherine, perdant son sang-froid. « Des milliards, et il partira dans quelques mois. Quel est le mal à saisir cette opportunité? Le mal, c'est que tu ne m'as pas consulté. Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu as décidé pour moi, comme toujours, me traitant comme une incapable. Et n'est-ce pas ce que tu es? Rétorqua Catherine, la voix cruelle. Une incapable qui dépend de moi pour tout. Que deviendrais-tu sans moi, Sophie? Qui te nourrirait, t'habillerait, te guiderait dans le monde? Chaque mot transperça Sophie comme un coup de couteau. C'est ainsi que sa mère la voyait vraiment. Non comme une fille, mais comme un fardeau, une responsabilité indésirable. « Je ne suis pas aussi incapable que tu le penses, maman, » répondit Sophie, gardant son calme. « Et je ne suis pas obligée d'accepter tes arrangements. » Catherine éclata d'un rire moqueur. « Que vas-tu faire? Annuler le mariage? Et ensuite, quoi? Retourner dans notre misérable appartement? Vivre de quoi? S'il le faut, oui, je préfère ma dignité à une prison dorée. » Le visage de Catherine se tordit de colère, une expression que Sophie parvint partiellement à distinguer avec sa vue limitée. « Tu n'oserais pas. Tout est préparé, les contrats signés. Sais-tu combien ce mariage a coûté? Tout ce que j'ai fait pour convaincre Bernard que tu étais parfaite pour lui.
Et tout ce que tu as fait pour me convaincre qu'il était parfait pour moi, rétorqua Sophie. À aucun moment tu n'as considéré mes sentiments, mes désirs. Les sentiments ne paient pas les factures, Sophie. Les désirs ne garantissent pas ton avenir. Pas plus que toi, apparemment, dit Sophie avec tristesse, car ton plan n'a jamais inclus mon bonheur, seulement ton confort financier. Catherine s'approcha de sa fille, lui saisissant les bras avec force. Écoute bien, tu te marieras demain, que tu le veuilles ou non. Tu souriras, tu diras oui, et tu seras la femme parfaite aussi longtemps que ce vieux durera. Et après, nous aurons tout ce dont nous avons toujours rêvé. Toi, tu as rêvé, maman, pas moi. D'un mouvement ferme, Sophie se libéra des mains de sa mère et se dirigea vers la porte. « Où crois-tu aller » cria Catherine. « Réfléchir, décider de mon propre avenir pour la première fois de ma vie. Si tu franchis cette porte, Sophie, je te jure que... » « Que quoi, maman? Tu vas me déshériter » Sophie sourit tristement. On ne peut pas déshériter quelqu'un qui n'a jamais rien eu. Et sur ces mots, elle sortit, laissant Catherine furieuse et stupéfaite. Sophie erra dans les jardins de la demeure, trouvant un banc sous un grand arbre qui offrait une ombre agréable. Avec sa vue limitée, elle distinguait les formes des fleurs et le mouvement doux des branches dans le vent. C'était un monde de contours et d'ombres, mais infiniment plus que les ténèbres totales dans lesquelles elle avait vécu pendant 25 ans. Ses pensées étaient en tumulte. D'un côté, il y avait sa mère, manipulatrice et égoïste, mais la seule famille qu'elle avait. De l'autre, il y avait Bernard Martin, un homme qu'il avait d'abord vu comme un substitut à sa fille décédée, mais qui semblait lui offrir plus de respect et d'autonomie que sa propre mère ne lui en avait jamais accordé. Et il y avait une troisième option, refuser les deux et tenter de bâtir une vie indépendante. Mais comment? Sans ressources, avec une vue extrêmement limitée qu'elle n'avait même révélée à personne, et sans expérience du monde extérieur. Ce serait troquer une prison connue contre une autre, potentiellement plus dangereuse. « Mademoiselle, Sophie !» La voix douce de Madame Fournier interrompit ses pensées. La gouvernante s'approcha, s'asseyant à côté d'elle sur le banc. « Tout va bien? Vous semblez troublée. » Sophie soupira. « J'essaie de décider quoi faire, Madame Fournier. À propos du mariage, de ma vie. » La vieille femme posa une main ridée sur celle de Sophie. « Puis-je vous donner un conseil? Je vous en prie. En 70 ans de vie, j'ai appris que les décisions prises par peur nous mènent rarement à de bons endroits. La peur de la pauvreté, la peur de la solitude, la peur de l'avenir, elles font de nous des prisonniers de circonstances que nous acceptons par désespoir. » Sophie hocha la tête, absorbant ces paroles sages. « Monsieur Martin n'est pas un homme parfait, poursuivit Madame Fournier. Il a ses défauts, ses regrets, mais il y a de la bonté en lui. Une bonté que la douleur et la perte n'ont pas réussi à éteindre complètement. Et il vous respecte, Sophie. Je peux le voir. Et ma mère ?» Madame Fournier hésita avant de répondre. « Votre mère vous aime à sa manière. Mais cet amour est déformé par l'ambition et la peur. Elle vous voit comme une extension d'elle-même, pas comme une personne indépendante avec ses propres désirs. » Sophie sentit des larmes couler sur son visage. « Que dois-je faire, alors ? C'est une décision qui n'appartient qu'à toi, ma chérie. Mais souviens-toi, parfois, ce qui semble être une fin peut être un nouveau commencement. » La gouvernante se leva, laissant Sophie à nouveau seule avec ses pensées. Les paroles de Madame résonnèrent dans son esprit. Un nouveau commencement. C'était ce dont elle avait besoin, quel que soit le chemin choisi. Alors que le soleil déclinait, Sophie prit sa décision. Elle ne serait pas la victime passive, que tous attendaient. Si sa vie dans l'obscurité lui avait appris quelque chose, c'est que les vraies limites sont rarement celles imposées par nos sens, mais celles que nous acceptons dans notre esprit. D'un pas ferme, elle retourna vers le manoir. Demain serait le jour de son mariage, ou de sa libération, ou peut-être, étonnamment, les deux. Le matin du mariage arriva avec un ciel clair et une douce brise. Sophie se réveilla tôt, avant même l'arrivée des assistantes chargées de l'aider à se préparer. Assise près de la fenêtre de sa chambre, elle tentait de distinguer les contours du jardin où aurait lieu la cérémonie. Sa mère entra sans frapper, déjà parée et visiblement tendue. « Bonjour, Sophie. Prête pour ton grand jour ?» demanda Catherine avec une fausse gaieté dans la voix. « Je suis prête pour ce qui doit être fait », répondit Sophie calmement. Catherine sembla interpréter cette réponse comme de la soumission, car son ton se détendit. « Parfait. Les maquilleuses et coiffeuses arrivent dans une demi-heure.
La robe est prête. Ce sera une cérémonie parfaite. « Maman !» appela Sophie, alors que Catherine se dirigeait vers la porte. « J'aimerais faire une demande spéciale pour la cérémonie. »« Quelle demande ?» questionna Catherine, méfiante. « Je voudrais porter un bandeau pendant la cérémonie. »« Un bandeau ? Pourquoi ?» Sophie sourit doucement. « Je veux vivre. Mon mariage avec tous mes autres sens en éveil. Le toucher des mains de Bernard, le parfum des fleurs, le son des vœux, sans la distraction d'essayer de voir ce que je ne peux pas. » Catherine parut confuse un instant, puis acquiesça. « Si c'est ce que tu veux, en fait, cela pourrait ajouter un symbole intéressant à la cérémonie. Je te trouverai un bandeau de soie blanche pour assortir ta robe. »« Merci, maman, » répondit Sophie en conservant son sourire serein. Quand Catherine sortit, le sourire de Sophie s'effaça. La demande du bandeau n'était pas une fantaisie romantique, mais une pièce maîtresse de son plan. Un plan qu'elle avait élaboré durant une nuit blanche, après mûre réflexion. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Coiffeurs, maquilleurs, stylistes, une armée de professionnels transformant Sophie en la mariée parfaite que sa mère et Bernard attendaient. Elle se laissa faire passivement, réservant son énergie pour le moment crucial à venir. Quand elle fut enfin prête dans sa robe de soies et dentelles, avec le collier de perles de Bernard à son cou, Catherine s'approcha avec le bandeau blanc. « Tu es magnifique, ma fille, » dit-elle, et pendant un instant, Sophie crut presque à la sincérité dans sa voix. « Ce bandeau complétera ta tenue. Les invités seront charmés par le symbolisme. » Sophie laissa sa mère poser le bandeau sur ses yeux, sentant la soie douce contre ses paupières. Avec ou sans bandeau, sa vision restait extrêmement limitée, mais l'accessoire servirait son dessein. « C'est l'heure, » annonça Catherine en prenant le bras de sa fille. « Bernard t'attend à l'hôtel. Souviens-toi de ce que nous avons répété. Souris, garde la tête haute, prononce clairement tes vœux. » Sophie acquiesça en silence. Elle se laissa guider à travers les couloirs du manoir jusqu'au jardin, où la marche nuptiale commença à jouer. Le parfum intense des roses et lys envahit ses sens, mêlé aux fragrances chères des invités, hommes d'affaires, politiciens et socialites venus assister au mariage singulier du vieux milliardaire. D'un pas lent et mesuré, Sophie avança dans l'allée improvisée entre les chaises. Sa mère la guidait, tenant son bras avec une fermeté inutile, comme si elle craignait que sa fille ne s'échappe à tout moment. Lorsqu'elles arrivèrent à l'hôtel, Sophie sentit la présence de Bernard à ses côtés. Même avec sa vision extrêmement limitée et sous le bandeau, elle distinguait la silhouette de cet homme grand et mince dans un costume clair. L'officiant commença la cérémonie avec des mots solennels sur l'amour, l'engagement et le soutien mutuel, des concepts qui semblaient presque ironiques dans ces circonstances. Sophie écoutait attentivement, comptant les minutes jusqu'au moment où elle devrait agir. Avant de poursuivre avec les vœux, interrompit Sophie doucement, alors que l'officiant marquait une pause, j'aimerais dire quelques mots. Un murmure parcourut l'assemblée. Cela ne faisait pas partie du scénario soigneusement préparé par Catherine, qui tenta rapidement d'intervenir. « Sophie, ma chérie, nous pouvons garder les discours pour la réception. »« Non, maman, » répondit Sophie avec fermeté. « Je dois parler maintenant. » Avant que Catherine ne puisse protester à nouveau, Sophie fit un pas en avant et se tourna vers les invités. Avec des gestes lents et délibérés, elle porta ses mains au bandeau qui couvrait ses yeux. « Pendant 25 ans, j'ai vécu dans l'obscurité totale, » commença-t-elle d'une voix claire qui résonna dans le jardin silencieux. « J'ai appris à naviguer dans le monde à travers mes autres sens, en m'appuyant sur ceux qui m'entouraient pour me guider, pour me dire ce qui était réel ou non. » Ses doigts effleurèrent le bord du bandeau. « Mais récemment, j'ai découvert qu'on ne peut pas toujours faire confiance à ce qu'on nous dit, » poursuivit-elle. « Parfois, ceux qui devraient nous protéger sont ceux qui nous blessent le plus. Parfois, la vérité est cachée derrière un voile de convenance et de manipulation. » D'un mouvement doux, Sophie retira le bandeau, révélant ses yeux. Un souffle collectif parcourut l'assistance. « Il y a 3 semaines, j'ai participé à un traitement expérimental au Centre hospitalier universitaire de Paris, » annonça-t-elle, sentant le choc de sa révélation traverser l'assemblée. « Le traitement m'a rendu une vision extrêmement limitée. Je distingue les formes, les lumières, les mouvements, assez pour commencer à voir le monde par moi-même. Un monde bien différent de celui qu'on m'a décrit. » Catherine s'avança, le visage déformé par un mélange de choc et de colère. « Sophie, que fais-tu ?»« Je choisis mon propre chemin, maman, »
répondit Sophie calmement. « Pour la première fois de ma vie. » Se tournant vers Bernard, Sophie croisa son regard. Même avec sa vision limitée, elle voyait que le vieil homme ne semblait ni furieux ni trahi, mais intrigué, peut-être même impressionné. « Monsieur Martin, commença-t-elle. Bernard, ces dernières semaines, j'ai beaucoup appris sur vous, sur votre bonté, votre douleur, votre solitude. J'ai compris que vous aviez accepté ce mariage arrangé en partie parce que vous voyiez en moi un écho de votre fille disparue, et en partie parce que vous cherchiez de la compagnie pour vos derniers jours. » Bernard ne répondit pas, mais son regard resta fixé sur elle, attentif à chaque mot. « J'ai aussi découvert la Fondation Amélie Martin pour la recherche sur les maladies visuelles. Comment vous avez transformé votre tragédie personnelle en espoir pour des milliers de personnes qui, comme moi, vivent dans l'obscurité. » Sophie s'approcha du vieil homme, prenant ses mains ridées entre les siennes. « Je ne peux pas vous épouser sous de faux prétextes. Je ne peux pas être un substitut à votre fille, ni une infirmière engagée pour vos derniers jours. Mais... » Elle marqua une pause, rassemblant son courage pour sa proposition. « Mais je peux vous offrir quelque chose de différent, un partenariat. Je peux travailler à vos côtés à la Fondation en apportant mon expérience de personne vivant avec un handicap visuel. Je peux être une amie pour vos jours restants, non par obligation ou contrat, mais par choix et respect mutuel. » Les yeux du vieil homme brillèrent, comme emplis de larmes retenues. « Et votre mère » demanda-t-il à voix basse, uniquement pour Sophie. Sophie regarda Catherine, qui semblait sur le point de s'effondrer face à la possibilité de perdre tout ce qu'elle avait si méticuleusement planifié. « Ma mère a besoin d'aide », répondit Sophie avec sincérité. « Pas d'argent ou de bijoux, mais de soutien pour reconstruire sa vie sur des bases plus honnêtes. Si nous pouvons lui offrir cela, plutôt que d'alimenter sa cupidité, peut-être y aura-t-il de l'espoir pour nous trois. » Bernard resta silencieux pendant de longues secondes. Les invités observaient, perplexes, le drame inattendu qui se déroulait sous leurs yeux. Enfin, le vieil homme hocha lentement la tête. « Sophie Dubois, dit-il d'une voix assez ferme pour être entendue de tous, vous êtes une femme extraordinaire. Bien plus que je ne le pensais lorsque j'ai accepté cet arrangement. Votre proposition m'honore davantage qu'un mariage de convenance ne le pourrait jamais. » Se tournant vers les invités stupéfaits, Bernard annonça « Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, il y a eu un changement de plan. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. » Les murmures s'amplifièrent, et Catherine s'avança, désespérée. « Bernard, je vous en prie, elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est juste le trac de la mariée. » « Au contraire, Catherine, » l'interrompit Bernard avec une froideur qui réduisit immédiatement la femme au silence. « Votre fille sait parfaitement ce qu'elle dit. Et pour la première fois depuis que je la connais, j'ai le privilège d'entendre ses véritables paroles, et non celles que vous avez mises dans sa bouche. » Se retournant vers Sophie, le vieil homme poursuivit. « J'accepte votre proposition, Sophie. Un partenariat fondé sur le respect et un but commun. Et quant à votre mère... » Bernard fixa Catherine, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà promis. Elle aura sa maison et une pension suffisante pour vivre dignement. Mais il n'y aura aucun des extras qu'elle a négociés avec tant d'avidité. Les bijoux, les voitures, les investissements. Ces ressources seront mieux utilisées par la Fondation. » Catherine semblait sur le point de protester, mais quelque chose dans le regard de Bernard la retint. « Et une dernière chose, » ajouta-t-il. « La maison que je vous donnerai se trouve à 2 rues du centre de thérapie familiale le plus réputé du pays. Votre séjour y est garanti aussi longtemps que nécessaire. Je vous suggère vivement de saisir cette opportunité. » Sophie s'approcha de sa mère, qui paraissait maintenant petite et vaincue. « Maman, dit-elle doucement, je ne t'abandonne pas. Je t'offre une chance à toutes les deux de grandir, de construire quelque chose de mieux que ce jeu de manipulation et de contrôle dans lequel nous avons vécu si longtemps. » Catherine leva vers sa fille des yeux embués de larmes. « Comment peux-tu voir maintenant ?» fut tout ce qu'elle parvint à demander, la voix étranglée par l'émotion. « Seulement, partiellement, maman. Des ombres, des contours, un peu de lumière. Mais c'est plus qu'avant. Et c'est suffisant pour commencer à trouver mon propre chemin. » Les mois suivants apportèrent des changements profonds pour tous les concernés. Sophie emménagea dans une petite maison à l'arrière de la propriété des Martin, assez proche pour travailler quotidiennement avec Bernard, à la Fondation, mais avec l'indépendance qu'elle avait tant désirée. Sa vision limitée resta un défi, mais c'était désormais un défi qu'elle affrontait ouvertement,
avec l'aide de professionnels et de technologies financées par la Fondation. Elle devint la porte-parole de l'institution, partageant son expérience lors de conférences et d'interviews, inspirant d'autres à ne pas laisser leurs limites définir leurs horizons. Catherine, après une résistance initiale, commença à assister aux séances de thérapie. Les premiers mois furent difficiles. Des décennies de comportements manipulateurs ne s'effacent pas facilement. Mais peu à peu, avec le soutien constant de Sophie, elle commença à affronter les peurs et les insécurités qui avaient nourri sa cupidité et son besoin de contrôle. Quant à Bernard Martin, les médecins lui avaient donné 1 an à vivre, mais ils avaient apparemment oublié de consulter le patient lui-même à ce sujet. 16 mois après le non-mariage, comme il aimait à plaisanter en évoquant l'événement, il était toujours en vie et plutôt en bonne forme, compte tenu des circonstances. « C'est le sens retrouvé », expliqua-t-il à Sophie lors d'une de leurs séances quotidiennes à la bibliothèque, où il travaillait sur les projets de la Fondation. Pendant des années après le départ d'Amélie, j'ai simplement existé. Maintenant, j'ai une raison de vivre pleinement chaque journée. Un après-midi particulièrement marquant, alors que la Fondation venait d'approuver le financement d'une nouvelle phase de recherche sur le traitement qui avait rendu à Sophie une partie de sa vue, Bernard fit une demande inhabituelle. « Sophie, j'aimerais que vous veniez avec moi au jardin. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Dans le jardin à l'arrière, dans un coin plus isolé, Bernard guida Sophie vers un petit banc de marbre sous un arbre majestueux. Là, il lui montra une plaque de bronze fixée au tronc. « Pouvez-vous lire ce qui est écrit ?» demanda-t-il doucement. Sophie s'approcha, forçant sa vue limitée au maximum. Après quelques instants, elle parvint à distinguer les mots gravés « À Amélie qui m'a appris à voir au-delà des yeux »,« À Sophie qui m'a appris à voir au-delà de la perte », que ce jardin soit un rappel que la vraie vision vient du cœur. Les larmes brouillèrent encore plus la vue déjà faible de Sophie. « C'est magnifique, Bernard. Merci. » Le vieil homme sourit, paraissant plus jeune que ses 71 ans. « Non, Sophie, c'est moi qui vous remercie. Vous avez redonné un sens à mes jours. Et bien que l'absence d'Amélie me manque, chaque jour je ne suis plus perdu dans le passé. Je suis ici, dans le présent, pour faire la différence. Grâce à vous. » Sophie serra la main de l'homme qui était devenu non pas un mari, mais un ami et un mentor précieux. « Je crois que nous avons tous trouvé quelque chose que nous ne savions pas chercher, n'est-ce pas ?» réfléchit-elle. Bernard hocha la tête, regardant les arbres se balancer doucement dans la brise. « Votre mère a appelé ce matin, vous savez ?» commenta-t-il avec désinvolture. « Elle a demandé si elle pouvait venir ce week-end. Elle a dit qu'elle avait des nouvelles concernant votre traitement. » Sophie sourit. Sa relation avec sa mère était encore en reconstruction, avec des avancées et des reculs, mais à chaque rencontre, elle sentait qu'elle se rapprochait un peu plus d'une connexion authentique. « Elle sera la bienvenue », répondit-elle simplement. En revenant vers le manoir, Sophie réfléchit à l'étrange chemin qu'avait pris sa vie. Un mariage arrangé qui n'avait jamais eu lieu avait paradoxalement libéré tout le monde. Sa mère de sa cupidité autodestructrice, Bernard de sa solitude et de son deuil paralysant, et elle-même d'une vie de dépendance et d'obscurité au sens propre comme au figuré. Le chemin était encore long. Sa vue pourrait encore s'améliorer, rester stable, ou même se détériorer à nouveau. La santé de Bernard, bien que étonnamment résistante, restait fragile. La guérison de sa mère demanderait des années de travail conscient. Mais pour la première fois de sa vie, Sophie faisait face à l'avenir non pas avec peur mais avec espoir. Elle n'avait plus besoin d'un bandeau pour aiguiser ses autres sens. Maintenant, elle voyait le monde, imparfait, exigeant, mais rempli de possibilités, avec une clarté qui transcendait la simple vision physique. Et cela, Sophie l'avait découvert, était le vrai miracle. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour du non-mariage. La matinée était ensoleillée lorsque Sophie reçut un appel du docteur Moreau. « Sophie, j'ai des nouvelles importantes. Les résultats de vos derniers examens sont arrivés et, eh bien, je préfère en discuter en personne. Pouvez-vous venir à l'hôpital demain ?» Un frisson lui parcourut le ventre. Ces derniers mois, sa vue limitée était restée stable, sans s'améliorer ni empirer. Serait-il possible que... « Bien sûr, docteur, je serai là à 10 heures. »
Quand elle raccrocha, elle remarqua que Bernard l'observait depuis la porte du bureau. Malgré la chimiothérapie et tous les pronostics pessimistes, il était toujours en vie, bien que visiblement plus fragile. « Des nouvelles du médecin ?» demanda-t-il avec cette perspicacité que la maladie n'avait pu altérer. « Oui, il veut discuter des résultats des examens en personne. » Bernard hocha la tête, compréhensif. « Tu veux que je t'accompagne ?» Sophie sourit, touchée par son offre. « Ce n'est pas nécessaire. Nous avons déjà trop abusé de ton énergie cette semaine avec l'inauguration du nouveau laboratoire de la Fondation. »« Quelle sottise !» répondit-il en s'asseyant avec précaution dans le fauteuil à côté. « Je ne me suis jamais senti aussi vivant que ces 2 dernières années. » C'était vrai. Malgré la maladie avancée, Bernard avait trouvé une vitalité surprenante grâce à son travail à la Fondation. Chaque nouveau projet, chaque nouveau patient pris en charge, c'était comme s'il gagnait des jours supplémentaires de vie. « Peut-être que maman pourrait m'accompagner, » suggéra Sophie. Ce serait bien pour elle de participer à ce moment, quel que soit le résultat. Bernard sourit, approuvant. La relation entre Sophie et Catherine avait parcouru un long chemin. Après près d'1 an de thérapie intensive, Catherine avait commencé à reconnaître les schémas toxiques de son comportement et à travailler activement pour les changer. Elle n'était pas parfaite. Elle avait parfois encore des rechutes manipulatrices. Mais elle essayait sincèrement d'être une meilleure personne et une meilleure mère. Le lendemain, Sophie et Catherine attendaient nerveusement dans le cabinet du docteur Moreau. Catherine tenait la main de sa fille avec une douceur qui aurait été impensable 2 ans plus tôt. « Quel que soit le résultat, nous sommes ensemble, dans cette épreuve, » murmura-t-elle avec une sincérité qui surprenait encore Sophie. Le médecin entra portant un dossier d'examen. « Sophie, Madame Catherine », les salua-t-il en s'asseyant. « Merci d'être venue. Sophie, comme vous le savez, le traitement expérimental que vous avez suivi il y a 2 ans n'offrait aucune garantie. La légère amélioration de votre vision a été considérée comme un succès modéré. Mais nous avons toujours gardé l'espoir qu'avec le temps et des traitements complémentaires... »« Docteur, sans détour, je vous prie, » demanda Sophie, sentant son cœur s'emballer. Le médecin sourit. « Les nouveaux examens montrent une régénération significative de vos cellules nerveuses oculaires. C'est sans précédent, en vérité. La thérapie génique financée par la Fondation Martin que vous avez reçue ces 6 derniers mois semble fonctionner bien au-delà de nos attentes. » Sophie sentit la main de sa mère serrer la sienne plus fort. « Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?» demanda Catherine, la voix étranglée. « Cela signifie, » répondit le médecin incapable de contenir son enthousiasme, « qu'il y a une très forte probabilité que Sophie récupère jusqu'à 70% d'une vision normale dans les prochains mois. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Sophie sentit les larmes couler librement sur son visage. « 70% » répéta-t-elle, incrédule. « Je pourrais voir des visages, lire, distinguer clairement les couleurs. »« Oui, tout cela, » confirma le médecin. « Le traitement nécessitera encore quelques séances, et la récupération sera progressive, mais les résultats sont extrêmement prometteurs. » Catherine serra sa fille dans ses bras, pleurant sans retenue. « Ma fille, ma Sophie, » murmurait-elle, entre ses sanglots. « Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté, où je n'ai pas cru. » Sophie lui rendit son étreinte, se permettant, peut-être pour la première fois, de croire pleinement en l'amour imparfait mais réel de sa mère. Quand elles retournèrent à la demeure des Martin pour annoncer la nouvelle à Bernard, elles le trouvèrent dans le jardin, assis sur le banc, sous l'arbre qu'il avait dédié à Amélie et Sophie. Malgré sa vision limitée, Sophie remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Bernard semblait plus pâle, plus fragile que la veille. « Bernard ?» l'appela-t-elle en s'approchant rapidement. « Tout va bien ?» Le vieil homme leva son visage, souriant avec effort. « Juste, un jour difficile, ma chérie. Rien d'inquiétant. » Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui contredisait ses paroles. Sophie s'assit à ses côtés, prenant sa main ridée entre les siennes. « Le médecin a dit que le traitement fonctionne, » dit-elle, décidant de partager la bonne nouvelle immédiatement. « Je pourrai récupérer jusqu'à 70% de ma vision dans les prochains mois. » Le visage de Bernard s'illumina d'une joie sincère. « Sophie, c'est merveilleux !» s'exclama-t-il, serrant sa main avec le peu de force qu'il avait. « Tu vois, Catherine, le miracle que nous attendions !» Catherine, qui était restée un peu à l'écart, s'approcha les yeux remplis de larmes. « Oui, un vrai miracle.
Et nous te devons beaucoup, Bernard. Sans ta fondation, sans ton soutien. Le vieil homme fit un geste de la main pour l'arrêter. Je n'ai fait que ce qu'Amélie aurait souhaité, et nous avons reçu bien plus en retour. Il regarda Sophie avec une tendresse paternelle. La joie que tu as apportée dans cette maison solitaire vaut plus que n'importe quelle fortune. Ce soir-là, pendant le dîner, Bernard semblait plus animé, malgré sa fragilité évidente. Ils parlèrent des projets pour les mois à venir, les séances de traitement de Sophie, les nouveaux projets de la Fondation, l'exposition de peinture que Catherine organisait comme partie de sa propre thérapie. « Quand tu pourras voir, clairement, » commenta Bernard tout en savourant sa soupe, « je veux être le premier à te montrer la galerie d'art du manoir. Amélie adorait l'art. Je crois que tu aimeras aussi. » Sophie sourit, émue par cette perspective. « Ce sera un honneur, et ensuite, je veux voir ton visage clairement, pour te remercier, en te regardant droit dans les yeux pour tout ce que tu as fait pour moi. » Une ombre de tristesse passa sur le visage du vieil homme. « Sophie, il y a quelque chose que je dois te dire. À vous deux, en fait. » Le ton sérieux de sa voix fit échanger un regard inquiet entre Sophie et Catherine. « J'ai eu une consultation avec mon oncologue ce matin, » continua-t-il. « Le cancer s'est propagé plus vite que prévu. Les nouveaux médicaments ne sont pas aussi efficaces que nous l'espérions. »« Oh, Bernard » murmura Catherine, portant une main à sa bouche. « Combien de temps ?» demanda Sophie directement, sachant que c'est ce que Bernard attendait d'elle, de l'honnêteté, pas de la pitié. « Quelques semaines, peut-être un mois ou deux, » répondit-il avec un calme surprenant. « Mais je ne veux pas que vous soyez triste. J'ai vécu bien plus longtemps que ce que les médecins prévoyaient quand nous nous sommes rencontrés. Ces 2 années supplémentaires ont été un cadeau précieux. » Sophie sentit les larmes monter, mais se contrôla. Elle savait que Bernard ne voulait pas voir de tristesse dans ces derniers moments. « Alors nous ferons de ces semaines les meilleures possibles, » déclara-t-elle, avec une fermeté qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Et je promets de poursuivre ton héritage à la Fondation. Amélie serait fière de tout ce que tu as construit. » Le vieil homme hocha la tête, visiblement ému. « Il y a une chose de plus, » dit-il après un moment. « J'ai réécrit mon testament. La plus grande partie de la fortune ira toujours à la Fondation, comme je l'avais toujours prévu. Mais il y a des dispositions spécifiques pour vous, deux. » « Nous n'en avons pas besoin, Bernard, » interrompit Catherine, surprenant Sophie par sa sincérité. « Tu nous as déjà donné bien plus que ce que nous méritions. »« Peut-être, » répondit-il avec un petit sourire, « mais c'est mon souhait. Et je suis trop vieux pour qu'on me contrarie. » Les semaines suivantes se déroulèrent dans un rythme doux amer. Alors que la santé de Bernard déclinait visiblement, la vision de Sophie s'améliorait à chaque nouveau traitement. C'était comme s'ils étaient aux extrémités opposées d'un même voyage, l'un marchant vers l'obscurité finale, tandis que l'autre émergeait peu à peu vers la lumière. Un après-midi, lorsque Sophie revint d'une autre séance, de traitement à l'hôpital, elle trouva Bernard dans son lit, paraissant plus faible que jamais. À ses côtés, Catherine lui tenait doucement la main, lui lisant un des livres préférés d'Amélie. « Sophie » l'appela-t-il d'une voix faible en la voyant à la porte. « Comment s'est passé le traitement aujourd'hui ?»« Merveilleusement » répondit-elle en s'approchant du lit. « Je distingue les couleurs maintenant. J'ai vu le ciel bleu aujourd'hui, Bernard. Je l'ai vraiment vu, pas seulement imaginé. » Le visage fatigué du vieil homme s'illumina d'un sourire. « De quelle couleur est ma robe de chambre ?» demanda-t-il. Sophie regarda attentivement le tissu qui le couvrait. « Bleu foncé, presque marine. »« Exactement, » confirma-t-il, les yeux embués de larmes. C'était la couleur préférée d'Amélie. Catherine s'éloigna discrètement, les laissant seuls un instant. « Sophie, » dit Bernard lorsqu'ils furent seuls, « je dois te faire une demande. »« Tout ce que tu voudras, » répondit-elle aussitôt. « Quand je partirai, je veux que tu vives pleinement ta vie. Pas seulement pour la Fondation, pas seulement pour le legs d'Amélie ou le mien, mais pour toi-même. » Sophie serra la main fragile du vieil homme. « Je te le promets, Bernard, je vivrai chaque jour comme un cadeau, en voyant le monde avec les yeux du cœur, même quand mes yeux physiques failliront. » Il hocha la tête, satisfait. « Et ta mère continue à l'aider à trouver son chemin. » « Elle change, Sophie. Lentement, difficilement, mais elle change. Je sais acquiesça Sophie. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais je suis fier d'elle. » Bernard sourit à nouveau avant de fermer les yeux, fatigué. « Dis à Amélie qu'elle me manque. Tous les jours, murmura-t-il, déjà à moitié endormi. Mais que j'ai trouvé la paix grâce à toi.
Sophie déposa un baiser doux sur le front du vieil homme, laissant enfin couler ses larmes librement. « Je lui dirai quand nous nous retrouverons un jour, dans très très longtemps. » Bernard Martin s'éteignit paisiblement dans son sommeil, 3 jours plus tard, ayant vécu près de 2 ans de plus que les prévisions médicales les plus optimistes. La cérémonie fut simple, comme il l'avait souhaité, en présence seulement de sa famille proche et d'amis intimes. Sophie, dont la vue s'était nettement améliorée, pouvait voir distinctement les fleurs qui recouvraient le cercueil, des lys blancs, les préférés d'Amélie. À ses côtés, Catherine gardait un silence respectueux, offrant un soutien discret quand nécessaire. Après la cérémonie, le notaire de Bernard les réunit pour la lecture du testament. Comme prévu, la majeure partie de la fortune était destinée à la fondation. Mais certaines dispositions les surprirent toutes les deux. Pour Sophie, Bernard léguait non seulement la pension viagère promise initialement, mais aussi le manoir et ses jardins, à condition qu'une partie continue de servir de siège à la fondation. Il avait également laissé une lettre personnelle à lire en privé. Pour Catherine, outre la maison et la pension déjà convenue, il avait prévu un fonds spécifique pour poursuivre son chemin d'autodécouverte à travers l'art, comme il l'avait décrit, lui permettant d'approfondir son hobby pour la peinture découvert pendant sa thérapie. Ce soir-là, seule dans la chambre qui avait été celle d'Amélie et qui était désormais la sienne, Sophie ouvrit la lettre de Bernard d'une main tremblante. « Ma chère Sophie, si tu lis cette lettre, c'est que j'ai finalement rejoint mon Amélie. Je n'en suis pas triste, juste reconnaissant pour le temps supplémentaire qui m'a été accordé pour te connaître et voir s'épanouir la fondation qui porte le nom de ma fille. Quand ta mère est apparue à ma porte il y a plus de 2 ans, te proposant comme épouse à un vieil homme mourant, j'avoue n'y avoir vu qu'une opportunité égoïste, une chance d'avoir à nouveau quelqu'un qui me rappelle Amélie. Je n'en suis pas fier, mais le destin est ironique. Ce qui avait commencé comme un arrangement basé sur la manipulation et des intérêts douteux est devenu l'une des plus grandes bénédictions de ma vie. Toi, Sophie, avec ta dignité inébranlable et ta bonté sincère, m'as appris plus sur la vraie vision que je n'aurais pu l'imaginer. Le manoir est désormais tien. J'espère que tu le rempliras de vie et de joie, absente depuis si longtemps. Les jardins, surtout, méritent quelqu'un qui puisse vraiment les voir s'épanouir. Quant à ta mère, sois patiente avec elle. Le vrai changement prend du temps et elle essaie. Sous les couches de manipulation et d'ambition se cache une femme effrayée qui n'a jamais appris à aimer correctement. Tu lui enseignes jour après jour. Enfin, je veux que tu saches que, bien que je t'ai connue en cherchant une remplaçante pour Amélie, j'ai finalement trouvé une personne unique et extraordinaire. Tu n'as jamais été une remplaçante. Tu as été un nouveau départ. Un rappel que l'amour et une connexion humaine authentique peuvent exister dans les circonstances les plus improbables. Vis pleinement, Sophie. Vois le monde avec tous tes sens, ceux physiques qui se rétablissent maintenant, et ceux du cœur qui ont toujours été ta plus grande force. Avec amour paternel, Bernard. Les larmes de Sophie tombèrent sur le papier, mais ce n'étaient pas seulement des larmes, de tristesse. Elles étaient de gratitude, de reconnaissance pour le chemin extraordinaire que la vie avait pris. Un mariage qui n'avait jamais eu lieu avait, paradoxalement, offert à tous une seconde chance. 1 an s'était écoulé depuis le départ de Bernard. La Fondation Amélie Martin avait étendu ses opérations, prenant désormais en charge des patients dans 3 régions françaises. Sophie, avec sa vision récupérée à 65% de la normale, plus que suffisant pour une vie pleine et indépendante, dirigeait l'institution avec dévouement et une vision innovante. Catherine, à la surprise générale, avait trouvé sa propre voie. Ses peintures, exprimant son parcours d'autodécouverte et de réconciliation, commençaient à être reconnues dans de petites galeries locales. Plus importante encore, elle avait trouvé une paix intérieure qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Par un bel après-midi de printemps, Sophie se promenait dans les jardins du manoir lorsqu'elle remarqua sa mère assise sur le banc sous l'arbre d'Amélie peignant le coucher de soleil. « C'est magnifique », commenta Sophie en s'approchant pour observer la toile. Catherine sourit, sans la trace de fausseté qui caractérisait autrefois ses expressions. « J'essaie de capturer la lumière. C'est toujours le plus difficile, n'est-ce pas? La lumière et la façon dont elle transforme tout ce qu'elle touche. » Sophie hocha la tête et s'assit à côté de sa mère. « Maman, j'ai reçu une nouvelle aujourd'hui. Le traitement expérimental de la Fondation a été approuvé pour une distribution nationale. Des centaines,
peut-être des milliers de personnes, avec des déficiences visuelles similaires à la mienne, pourront en bénéficier dans les années à venir. Le visage de Catherine s'illumina d'une fierté sincère. « Sophie, c'est merveilleux. Bernard serait si fier de toi. »« De nous », corrigea doucement Sophie. « Ton aide dans l'organisation des événements caritatifs a été essentielle pour obtenir les fonds nécessaires. » Mère et fille restèrent silencieuses un moment, contemplant le coucher de soleil qui teintait le ciel d'orange et de rose. « Parfois je me demande, dit finalement Catherine, ce qui serait arrivé si tu avais poursuivi ce mariage, si tu n'avais pas eu le courage d'enlever le bandeau ce jour-là. » Sophie sourit, se remémorant ce moment décisif qui avait changé le cours de leur vie. « Je crois que, d'une manière ou d'une autre, nous serions arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Peut-être par un chemin plus long et difficile, mais nous y serions parvenus. Bernard disait souvent que certaines rencontres sont prédestinées, quelles que soient les circonstances étranges. » Catherine posa son pinceau et prit les mains de sa fille entre les siennes. « Merci de ne pas avoir abandonné, Sophie, de voir au-delà de mes défauts, même quand je ne le méritais pas. C'est ça la famille, maman. Voir au-delà des apparences, au-delà des erreurs, voir avec le cœur. » Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Sophie contempla le jardin qui était désormais son foyer. Un lieu qui avait été témoin de manipulations et de mensonges, mais aussi de rédemption et de nouveaux départs. Un endroit où une jeune femme aveugle avait appris à tous une nouvelle façon de voir le monde. Elle n'avait plus besoin d'un bandeau sur les yeux pour voir clairement ce qui comptait vraiment. Fin de l'histoire. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-nous votre avis. Qu'auriez-vous fait à la place de Sophie? Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et découvrez d'autres histoires qui révèlent le véritable pouvoir de la résilience et de l'amour familial.